Alors, je vais... C'est intéressant cet exercice pour un artiste de présenter son travail, mais c'est pas toujours simple parce qu'il y a plein de façons d'envisager de présenter une expérience, un parcours. Et comme on est à l'école et que par ailleurs je connais beaucoup d'entre vous par rapport à vos questionnements à vous, j'ai décidé de le faire relativement chronologique et d'accentuer ma présentation aussi sur les transitions d'un travail à un autre pour montrer comment c'est dans la recherche qu'un travail génère le suivant et ainsi de suite. Les choses ne sortent pas de nulle part. Et du coup, je vais partir quasiment depuis ma période des études jusqu'à aujourd'hui, en gros, en essayant de ne pas perdre trop de temps. Ça me semblait important parce qu'on parle beaucoup de méthode de travail avec vous quand on parle de votre travail, d'accentuer là-dessus parce que c'est pas toujours évident de savoir et maintenant qu'est-ce qu'on fait, la prochaine qu'est-ce qu'on fait, et très souvent c'est dans le travail que la prochaine pièce ou le prochain boulot émerge. Voilà, donc l'axe que je me suis donné pour cette présentation. Comme le disait Christian, je me positionne du côté de la peinture et j'ai commencé ma pratique par un regard sur la peinture. J'ai un parcours un peu hybride. Pour certains d'entre vous le savent, mais j'ai commencé en faisant un double cursus aux Beaux-Arts à Avignon et j'ai fait le cursus de restauration d'œuvres d'art orienté peinture et le cursus de plasticien. Donc simultanément, je me suis interrogé sur ma propre pratique et j'ai beaucoup observé celle des autres dans toute l'histoire de l'art. Par ailleurs, j'avais un grand-père galeriste et l'art était très présent depuis toujours. Et la peinture s'est un peu imposée à moi comme le médium principal, même si je le questionne et je le remets, je crois, si ce n'est en question, en tout cas, je l'interroge sous ses différents aspects grammaticaux. Et la difficulté, c'est de commencer, que ce soit pour une conférence ou que ce soit pour un travail artistique pictural. La difficulté, c'est de commencer, surtout que dans l'histoire de l'art, quand on l'a beaucoup regardé, il faut bien qu'on fasse avec ce qui existe déjà, et quand on arrive sur le terrain de la peinture, c'est pas vierge. Il y a 35 000 ans d'histoire qui nous précèdent, et c'est assez prétentieux même de penser qu'on peut ajouter quoi que ce soit à ce qui a été fait dans ce domaine. Et du coup, moi je me souviens qu'étudiant, j'étais un peu emmerdé avec tout ce qui existait en peinture. Je veux dire, il y a Malevich, voilà, ce tableau de carré noir sur fond blanc qui m'a obnubilé. Je comprenais pas ce tableau et en même temps il revenait tout le temps dans mon esprit. Il était comme central et en même temps très étranger, parce que moi ma culture c'était plutôt la peinture classique au départ. Voilà, il y a Van Eyck, il y a des choses. Et il y a Malevich et Van Eyck en même temps, puis il y a Matisse. Et puis dans mes études, j'ai découvert des choses comme Sol Lewitt. Et je me souviens que j'étais embêté de me dire que moi j'avais envie de continuer à faire des choses en peinture, mais il y avait toutes ces forces un peu contradictoires qui m'intéressaient, qui m'interpellaient et qui, comme disait un étudiant cet après-midi, la difficulté c'est de choisir. Faire de l'art c'est choisir aussi. Mais en même temps, il faut bien... soit on n'a pas conscience du tout de ce qui s'est fait, soit si on a conscience et qu'on fait quelque chose avec, il faut bien traiter avec ça. En tout cas, moi, je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas faire comme si le carré noir sur fond blanc de Malevich n'existait pas, même si je voulais faire un portrait, quoi. En tout cas, j'y pensais. Et ça m'a emmené dans plein de contradictions et d'oppositions. Et peut-être qu'un de mes soucis, ça a été de rapprocher des oppositions, d'essayer de sortir peut-être de contradictions qui étaient posées dans la peinture qui ne me paraissaient pas toujours nécessaires. Et dans quelques exemples que je vous montre là, bon, surtout les 3 derniers, la question de l'espace du réel et de l'espace de la représentation est posée.
que ce soit dans l'image, dans la représentation, un espace dans sa profondeur, un espace dans le plan, ou rentrer dans l'espace de la peinture avec Sol Lewitt. Et ça, j'ai mis ces trois-là pour commencer parce qu'ils m'ont beaucoup occupé et vous allez voir par la suite qu'ils sont revenus d'une manière ou d'une autre. Alors, en replongeant dans mes images, et il se trouve qu'on était au musée Granet cet après-midi avec des étudiants, moi j'ai fait une copie de ce tableau de Ingres avant de rentrer aux Beaux-Arts d'Avignon pour pouvoir intégrer le département de restauration d'œuvres d'art et finalement le département d'art plastique que j'ai intégré en même temps, enfin un an après, en décalage. Et c'est marrant parce que j'avais un peu oublié cette peinture et vous allez voir avec ce qui vient plus tard, je me suis rendu compte, j'ai choisi un peu intuitivement cette peinture sans trop savoir pourquoi. Quelque chose m'intéressait là-dedans. Et après coup, je dirais que c'est cette relation qu'on voit beaucoup dans la peinture classique, mais entre le volume et le plan, cet arrière-plan qui est très, très plat, qui pourrait être une peinture complètement abstraite, et cette épaule qui sort du tableau. Et je me souviens d'une espèce de vertige que j'ai eu en le faisant, parce que bon, il faut trouver les couleurs, il faut agencer les couleurs, et on se rend compte que c'est en posant la justesse des couleurs que le volume apparaît ou n'apparaît pas. Et là, d'un coup, avec une touche de pinceau dans l'épaule, bien placée, d'un coup, le volume apparaît, il y a une espèce de vertige. Ah mais mince, qu'est-ce qui se passe? C'était en plan, ça devient en volume, et toute la contradiction de la peinture, elle se situe dans cet aller-retour. En tout cas, moi, ça m'a obnubilé, et ça m'amuse de revoir... au vu des bifaces que j'ai fait après, dont tu parlais tout à l'heure, que vous verrez après, de relire cette peinture plus tardivement. Après, dans mes années d'études, j'ai fait beaucoup de portraits familiaux ou de gens qui m'entouraient, tout ça, des choses très simples. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était par le portrait psychologique un peu la relation avec les gens que j'avais, que les choses pouvaient se faire. Et je n'avais pas encore conscience qu'il pouvait y avoir beaucoup d'autres enjeux que cette seule... représentation un peu psychologisante de l'image. Et ça m'a en même temps beaucoup occupé, habité. Donc je ne vous en ai pas mis beaucoup, je vous en ai mis 2. Et en même temps, ça permet de commencer à poser un espace, appliquer une couleur, voir comment les choses agissent dessus, comment on construit un volume. Voilà. Il se trouve qu'à la fin de mes études... à Avignon, j'ai fait un mémoire pendant presque 2 ans parce que c'était en restauration, mais c'était un peu à cheval avec mes projets artistiques, sur le portrait de Dorian Gray, le bouquin d'Oscar Wilde, et sur le film d'Albert Lewin qui a été fait en 1954 à Hollywood. Et j'ai intitulé mon mémoire, c'était dans le cadre de mon projet de restauration, sur la restauration du portrait de Dorian Gray, ce qui est une aberration totale, et c'est bien ce qui m'intéressait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous, mais il faudra le lire. Mais en gros, ça pose la question de l'inversion entre l'art et la vie, et du tableau qui se fait plus réel que le modèle. Le modèle ne vieillit plus et le tableau vieillit à sa place, donc il y a une espèce d'inversion. Et moi, ça me posait la question du réel. En fait, ce qui m'obnubile dans la peinture, c'est la question du réel. C'est la perception du réel, c'est la perception sur le réel que la peinture peut amener. Et donc Dorian Gray, c'était un peu une manière de plonger là-dedans, dans la littérature, dans la philosophie, dans la peinture, etc. Et il se trouve que je suis allé à Chicago. Mon objectif de départ, c'était de retrouver le tableau du film, qui avait soi-disant disparu à l'époque. Bon, aujourd'hui, avec Internet, en 3 clics, c'est fait. Mais à l'époque où j'ai fait mes études, il y a 2-3 siècles, on avait moins de choses sur Internet et on avait un accès un peu moins quotidien. Et le tableau était au Art Institute de Chicago et j'ai été là-bas, j'ai fait des images dans les réserves et c'était vraiment très drôle de voir que ce tableau, il ne savait pas quoi en faire parce qu'il était rangé entre les natures mortes, les paysages de la peinture américaine des années 40, puisque le peintre qui a fait ça est un peintre américain des années 40, Ivan Albright.
Et donc il y avait un problème de statut de ce tableau qui était un tableau de cinéma, une espèce de Frankenstein, et en même temps un tableau de littérature, et en même temps un statut complètement hybride. Donc je me suis intéressé au statut de cet objet. Voilà, vous voyez le genre de caricature que ça peut être. Je pourrais en parler longtemps, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste pour planter le décor et cette relation du réel à l'image et comment les deux peuvent osciller de l'un à l'autre. Il se trouve qu'à la fin de mes études, j'avais ce diplôme de restauration d'œuvres d'art et ce diplôme de plasticien. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans un atelier de restauration et puis j'ai fait des chantiers à droite à gauche. Métier que j'ai complètement abandonné au profit de ma pratique intégralement par la suite, enfin l'année qui a suivi. Mais j'ai eu cette expérience de travailler 2 étés d'affilée au Ramesséum, qui est le temple de Ramsès II à Luxor. Et on a bossé avec les équipes archéologiques et les équipes archéologiques fouillaient le site, qui était un site pas ouvert au public, donc les équipes égyptiennes et les équipes françaises. Et nous, restaurateurs, à l'époque, on était chargés de travailler sur le nettoyage de la polychromie, de la salle hypostyle et des chapiteaux qui sont là. Alors les petits chapiteaux romans, on a l'habitude de les voir en Occident, ils font 20 cm, mais là, si on déploie le chapiteau à plat, on a une fresque de 12 mètres de long sur 2,50 m de haut. Hein. Là, on nous voit travailler sur ces chapiteaux. Bon, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, mais pour vous dire que la peinture, elle m'a intéressé à tous les niveaux et aussi au niveau de sa matérialité, du rapport à sa propre disparition. Et j'ai essayé de me saisir de ces questions-là dans mon travail par la suite. J'ai eu la chance aussi à l'époque de visiter la tombe de Néfertari qui était fermée au public, mais à laquelle on a pu avoir accès avec l'équipe archéologique sur place. Et je me souviens d'avoir eu un espèce de choc émotionnel sur la question de l'immersion dans la peinture. C'est rare d'être entouré de peinture du sol au plafond, encore plus à 300 mètres sous terre, et encore plus devant des œuvres qui ne sont pas faites pour être vues. Ça m'a aussi beaucoup impressionné. Donc c'est des expériences du corps par rapport à la peinture. Ce n'est pas juste un petit tableau qui serait à distance. Voilà, donc ça c'était un peu pour introduire d'où j'étais parti. Après j'ai fait 2-3 ans, j'ai arrêté la restauration, j'ai fait 2-3 ans de peinture, plutôt des tableaux, avant de sortir du tableau, et je suis revenu à des enjeux sur le portrait. Ça c'est des portraits que j'ai fait aussi il y a longtemps, et ce qui m'intéressait très vite, ça a été la couleur, et comment la couleur est au service du volume. Et la frontalité aussi, le rapport frontal à l'œuvre. Et dans un portrait, le rapport frontal au tableau, il devient un rapport frontal à l'individu qu'on représente. Voilà, où le geste aussi était très présent. J'étais toujours dans un questionnement sur quelle est la place du geste, quelle est la place de l'image, quelle est la place de l'expérience. Donc ça a donné ce genre de choses. Et très vite, j'ai fabriqué mes couleurs avant, et puis utilisé des couleurs préfabriquées pour faire les portraits, comme si d'un coup ça devenait presque plus qu'un espèce de monochrome. La figure du monochrome était toujours présente, même si j'en ai pas fait à proprement parler, mais le monochrome comme espèce d'aboutissement de la peinture qui serait dans la couleur pure. Dans un portrait classique, on mélange sur sa palette au fur et à mesure les couleurs et on construit son image, son volume. Dans ces portraits-là, je faisais tout un travail sur la couleur et puis j'appliquais cette couleur au portrait. Et puis après, j'en ai eu marre de tout ça et j'étais aussi intéressé par Cézanne et son expérience de l'observation, ou à Giacometti, la question de la frontalité avec le motif, ou la question de la frontalité avec le modèle. Et sur le modèle des pommes de Cézanne, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme représentation, prendre une petite chose, repartir à zéro. C'est une espèce de table rase, repartir à zéro. Et je me suis amusé pendant quelques temps à faire une série j'ai pris des noix, des petites noix. Je me suis dit, je prends un truc ridicule. J'ai pris des petites noix et j'ai essayé de transformer les enjeux en enjeux un peu performatifs,
alors il y avait la question de la trace, peindre c'est faire des traces, c'est représenter en même temps, mais est-ce que la représentation finale est plus importante que l'expérience de la trace? Donc là, mon objectif, c'était peindre la noix en un seul coup de pinceau, par exemple. C'était des espèces de jeux comme ça que je me suis donné à faire. Voilà. Alors évidemment, on n'y arrive jamais, et on rate, on recommence, mais c'est des jeux. C'est vraiment des jeux sur le geste et sur la matière. Il se trouve que ça, j'aime bien cuisiner aussi la peinture. Là, c'est de la peinture à l'œuf, donc de la tempéra, avec du jaune d'œuf et du pigment, avec un peu de brou de noix. Ça m'amusait, le jeu de peindre de la noix avec de la noix et de questionner en fait ces trucs-là de cette façon-là. Et en même temps de gérer la l'onctuosité du geste qui va glisser en jouant sur la quantité de jaune d'œuf, d'huile, donc de glissement. Voilà, ça pouvait se donner sur des trucs qui sont encore assez organiques. Hein, et en même temps, il y avait tous ces classiques de la peinture de l'époque des années 70. Non pas que j'ai fait ça dans les années 70, hein, mais... et là, par exemple, j'ai fait un Toroni à la noix. Ça m'amusait parce que cette figure de Toroni, elle était omniprésente. Et c'est un peintre qui m'exaspérait et qui en même temps me fascinait. Et j'étais dans un rapport ambigu avec ce truc-là. Et souvent, on apprend beaucoup plus des choses qu'on n'aime pas, enfin, ou avec lesquelles on exerce une relation un peu ambivalente. Voilà, Toroni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les traces toutes les 30 cm, une trace de pinceau carré qui recouvre soit des toiles, soit les supports architecturaux. Il se trouve que j'étais à Avignon et qu'il y en avait beaucoup à la collection Lambert, qui étaient nos voisins. Donc ça m'a amusé de faire un Toroni à la noix. J'ai croisé Jean Deloisy quelques années après qui m'a dit « Mais envoie-lui à Toroni, ça lui fera plaisir, ça le fera marrer. » Je ne l'ai jamais fait, mais... Et quelques années plus tard, j'ai fait un tampon, pas quelques années plus tard, mais un peu après ça, j'ai fait un tampon, parce que j'ai dû l'exposer dans un lieu, j'ai fait un tampon d'une des noix, et j'ai tamponné des Toroni à la noix dans une exposition. Bon, bref. Après, je vais passer un peu plus vite. Ça, c'est une peinture qui a été un moment de transition aussi, toujours dans cette idée de peindre une représentation, mais en même temps, ce qui compte, c'est comment on le fait. C'est pas tant l'image qui va en sortir, c'est comment on le fait. C'est qu'est-ce qui se joue dans l'expérience de le faire. J'ai pris un pinceau numéro 1 dans le commerce. Vous demandez des pinceaux qui ont des numéros. Le numéro 1, je me suis dit, quelle serait l'unité de la représentation que je pourrais faire avec un pinceau numéro 1. Et j'ai commencé à faire des accumulations de traces. Et de fil en aiguille, en orientant un peu la couleur, on se retrouve avec des grands parterres d'herbes. Et les herbes, dans l'histoire de l'art, il y en a plein. Il y a un déjeuner connu et d'autres choses. Et là, je me suis amusé à faire ce truc-là avec le pinceau numéro 1, qui serait une espèce de répétition, qui viendrait creuser la matière. Il se trouve que c'est une aquarelle, mais c'est une aquarelle qui est peinte, qui est faite comme de l'huile. C'est-à-dire que je travaille sur une première couche, sur un support anti-aquarelle au possible, un support très lisse, et je viens faire fondre, chaque touche de peinture vient faire fondre la première couche, et d'une certaine manière prendre sa place. Donc il y a toujours un jeu sur qu'est-ce qui est fait d'abord, qu'est-ce qu'on voit par-dessus, et est-ce que ce qui est dessus n'est pas en dessous, comment ça monte dans les couches, un peu comme de l'archéologie, comme ça. Voilà. Et pour la petite histoire, ça m'a amusé de faire une empreinte, parce que la question de l'empreinte, qu'est-ce que c'est l'empreinte photographique ou l'empreinte du corps, ou la ressemblance par contact, comme dit quelqu'un qui m'a intéressé aussi, qui est Didier Obermann. Je peux pas, j'ai un peu fait des herbes malgré moi, mais en faisant des herbes, je pouvais pas ne pas penser à Manet. Et du coup, ça m'a amusé de mettre l'empreinte des fesses de la dame qui serait partie et on serait arrivé trop tard, quoi. Enfin, il y avait quelque chose dans le jeu comme ça de l'enquête, en fait, l'enquête en regardant la peinture. Finalement, ça n'est qu'un grand monochrome, c'est une peinture abstraite, mais en même temps, avec cette bande noir et blanc sur le côté, comme si c'était une peinture, une photographie mal tirée. Voilà. Après, j'ai fait ce portrait sur
j'aimais bien fabriquer des supports et j'ai rarement utilisé de la toile du commerce. L'autre, c'était un panneau très, très lisse pour que ça glisse et que la peinture puisse fondre. Et là, c'est au contraire, c'est une serviette éponge que j'ai imbibée de colle et j'ai fait des petits picots. Et en fait, je voulais faire un lenticulaire, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était un lenticulaire. Lenticulaire, c'est ces petits trucs que vous voyez sur des cartes postales ou quand on le tourne, l'image, elle bouge. Vous voyez, ça apparaît, ça disparaît, parce qu'en fait, c'est granuleux, la surface est granuleuse et selon l'angle avec lequel on le regarde, on voit l'image différemment. Et donc, j'ai peint sur des petits picots qui étaient figés dans imaginez une serviette éponge. J'ai figé les picots. En fait, je voulais faire des petits picots. Et j'ai peint dans les picots ce portrait, mais latéralement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand on se déplaçait, qu'on le regardait d'un côté, il était très, très présent. Et quand on le regardait de l'autre côté, il disparaissait complètement parce que la lumière, parce que la couleur, pas la lumière, la couleur n'était que sur un côté des picots. Et ça venait faire écho à mes réflexions sur le portrait ou la représentation comme présence ou la représentation comme absence et la peinture comme un jeu entre donner à voir et ne pas et donner à cacher. Enfin, avec toute l'histoire de l'image qui va avec dans les classiques, Vasari qui dit la peinture, je crois qu'il dit le plus grand de tous les arts, parce qu'elle permet de donner à voir les morts aux vivants des siècles après. Enfin, il y a tout ce fantasme autour de la peinture classique qui m'amusait d'interroger et de fait des questions de mémoire qui peuvent aller avec. Et en même temps, tout ça dans une espèce de grammaire de la peinture qui j'essaye en permanence de la réinterroger, de la bouger, de bidouiller des supports, des matériaux pour jouer avec ça. Voilà, et ça nous amène à un moment qui a été la vraie transition. Bon, là, j'ai sauté des étapes, mais cette pièce s'appelle Le Bureau. Elle a été faite à Marseille. C'est ma première expo à Marseille en 2010, début 2010, au Château de Servières. Et j'en avais fait 2 avant qui ressemblaient à ça dans une petite galerie à Marseille, à Aix, et enfin dans 2 petits lieux, mais qui avaient été très peu vus et qui étaient moins aboutis. Et c'est un peu grâce à cette pièce d'ailleurs que je me suis retrouvé à l'école les premières fois. Peut-être Jean vous en dira un mot tout à l'heure, mais comme je vous disais, ce qui m'intéressait, c'était l'espace de la peinture, l'espace pictural dans le plan, mais l'espace du réel, l'espace de la représentation, et comment on passe du réel à la représentation du réel. Et j'avais depuis toujours cette espèce d'idée que si j'étais un petit personnage de peinture et que je me baladais dans le tableau, j'aurais sans doute des sensations différentes de l'espace du réel dans lequel on est, avec les sensations qu'on connaît, acquises au fur et à mesure du temps. Et donc un peu ce fantasme que beaucoup de peintres ont peut-être eu de rentrer dans le tableau. Et en même temps, rentrer dans le tableau, j'avais vécu cette expérience avec l'Égypte et les tombes d'une certaine façon, mais bon, c'était pas tout à fait ça. Et puis avec Sol Lewitt, ça me posait ces questions-là. On est dans l'installation peinte, mais j'étais pas convaincu par le fait que mettre de la peinture sur tous les murs suffisait à rentrer dans le tableau. C'est pas parce qu'on est entouré de matière peinte qu'on est pour autant rentré dans le tableau. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que de rentrer dans le tableau? Il me semblait que ça voulait dire d'agir sur le réel de manière à donner au réel des caractéristiques qui sont celles de la grammaire de la peinture ou de comment le tableau se comporte. Et en fait, je vais vous montrer un tout petit film, une petite vidéo d'une personne qui rentre dans cet espace et qui fait l'expérience de rentrer dans cet espace. Et après, je vais vous expliquer comment il a été construit, cet espace. Alors ça, c'est un petit film documentaire très court, de 3 minutes. C'est évidemment pas l'œuvre. Et l'œuvre, c'est une expérience à vivre. Elle a été détruite à la fin de l'exposition, d'où les difficultés de rendre compte du travail dont parlait Christian tout à l'heure. Je tenais à ce que cet espace réel, on le voit d'abord par un œil, comme une représentation de cet espace. Puis on rentre dans cet espace qui est composé d'objets réels et d'une ampoule très forte au plafond qui éclaire à elle seule toute la peinture, j'allais dire, tout l'espace. Et pourtant, il y a des vrais objets.
il y a des vrais objets, il y a des vraies tables, chaises. Il y a d'ailleurs le tableau des herbes que j'avais sorti de son cadre et posé sur le côté comme une manière de le mettre de côté et de passer à autre chose. Et donc il y a un instant qui est figé, comme ça je pourrais vous parler de pourquoi cet instant et tout ça, mais je ne vais pas m'étendre. Et la sensation qui est produite dans cet espace, c'est une sensation d'étrangeté. Et la personne ne sait pas pourquoi elle ressent une sensation d'étrangeté. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle a une lumière forte au-dessus de la tête. Elle ne le sait peut-être pas, mais elle le ressent. Et elle a une ombre extrêmement forte au pied, puisqu'elle a presque 1000 watts au-dessus de la tête. Et en fait, il n'y a aucune autre ombre dans l'espace. Aucun objet ne produit d'ombre portée. Et la conséquence du dispositif, c'est que quand elle se déplace dans l'espace, elle remarque que dans son ombre apparaissent les ombres manquantes en lumière. C'est-à-dire que l'espace privé de son ombre, était pour moi comme un espace en 2 dimensions, privé de la 3e dimension, ce qui était un des critères de caractéristiques du tableau. Le tableau se jouait en 2 dimensions. Il fallait que si on voulait rentrer dans le tableau, il fallait bien que je donne à la personne qui rentre dans cet espace la sensation qu'il manquait quelque chose de la profondeur de l'espace. L'ombre portée, vous savez, dans les dessins d'architectes, si on ne la dessine pas, on a l'impression que tout est plat. Et elle est dessinée pour donner de la profondeur. Et du coup, il me semblait qu'elle faisait trait d'union entre l'espace du réel. L'ombre portée, dans la littérature, c'est la condition du réel. Peter Schlemihl lisait ce genre de choses. L'homme qui a perdu son ombre, il ne peut pas vivre parmi les hommes. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ombre, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre dans l'espace réel. Donc l'ombre, c'est la condition du réel, et c'est en même temps la condition d'apparition des images, d'une certaine façon. Et donc il me semblait qu'en agissant sur l'effacement des ombres, je pouvais faire un espace qui soit à la fois un espace de peinture, purement un espace pictural, et à la fois un espace réel, et de poser la question de l'un par rapport à l'autre et de la superposition de l'un par rapport à l'autre. Évidemment, c'est bien beau de dire effacer les ombres, mais après, il a fallu que je vois comment j'allais m'y prendre. Et surtout, j'ai fait ça parce que j'avais fait pas mal d'années de tableaux avant, et que ce qui m'intéressait dans les tableaux, c'était de voir comment juxtaposer les couleurs, et que par la justesse des juxtapositions colorées, on puisse créer des sensations de volume, comme je vous disais sur l'épaule du personnage tout à l'heure, des sensations, créer une ombre, peindre une ombre et une lumière. Pour que l'œil y croie, il faut que la relation de la lumière à l'ombre soit très précise dans les colorations. Et donc là, il s'agit pour moi de mettre en jeu tout ce que j'avais compris dans le travail des tableaux, mais dans l'espace réel. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter l'espace sur un plan, il fallait que mes ombres et les lumières, au lieu de les peindre pour donner un volume, il fallait que j'éclaircisse les ombres jusqu'à trouver une valeur qui se voit exactement comme la valeur périphérique à l'ombre. Donc je trouve des rapports colorés entre les ombres et les espaces sans ombre, de manière à ce qu'elles disparaissent. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est ce que disait Christian tout à l'heure. C'est des dispositifs qui ne sont pas faits pour être expliqués. C'est des dispositifs qui sont faits pour être perçus, ressentis. Et donc ça pose toujours un problème de communication et même de diffusion du travail, parce que si vous regardez mon site internet sans savoir du tout de quoi il s'agit, peut-être que vous pouvez passer complètement à côté. D'ailleurs, les gens sur place pouvaient aussi passer complètement à côté. Et ça m'intéressait beaucoup. Rares étaient les gens qui ressortaient de là complètement indifférents. Soit ils regardaient 15 secondes en disant « bon, ils nous font chier, ces artistes conceptuels, à poser 3 bouteilles et à partir énervés ». Soit il y a des gens qui rentraient qui disaient « mais moi je ne peux pas rester là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc trop bizarre ». Ou des gens qui au contraire disaient « on est bien, c'est velouté, il y a un truc étrange, je ne sais pas ce qui se passe ». Et puis parfois des gens voyaient qu'il se passait quelque chose dans leur propre ombre. J'aimais bien le paradoxe que c'est notre propre ombre qui donnait l'échelle de l'espace et surtout qui générait la lumière. Cette inversion des choses où c'est l'ombre qui amène la lumière. Il se trouve que... J'aimais bien aussi l'idée qu'on ait notre propre ombre qui soit tronquée, coupée, ce qui n'arrive jamais dans le réel, dans la réalité.
Quand vous avez votre ombre qui va sur une autre ombre, ben ça se cumule, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir un trou à la place du ventre, ou une chaise à la place du ventre. Et ça m'amusait bien. Et évidemment, après, pour mettre ça en œuvre, c'est un gros travail de rapport à la couleur. Et je vous ai mis quelques images de mon atelier à l'époque et de comment j'ai préparé ce travail, avec une grosse recherche sur les rapports colorés. Évidemment, c'est une peinture que j'ai fabriquée, ce n'est pas des peintures du commerce. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que l'ont cru les gens à l'époque, j'ai eu toutes sortes d'interprétations complètement folles. Ah, il a mis du citron, il a gratté les ombres, clin d'œil. Toutes ces choses un peu qui sortent du fantasme, du fantasme qu'on peut projeter sur des choses un peu étranges. Non, j'ai juste peint un mur en rouge foncé, et après j'ai passé, après avoir posé la lumière, comme premier geste qui vient poser la couleur, le premier geste qui pose la couleur, c'est la lumière. C'est de là que tout part. Et ensuite, par rapport à cette lumière, qu'il ne faut plus bouger d'un millimètre, qui est calée, qui est en place, il s'agissait pour moi de trouver des multitudes de dégradés colorés clairs qui viennent compenser le sombre de l'ombre. Donc la juxtaposition de mon dessin et de l'ombre s'annule et produisent la disparition de cette ombre portée. Donc c'est un énorme travail de couleur, de coloriste, pour employer un terme un peu désuet de la peinture classique. C'est un travail de coloriste. Et ce qui m'intéressait, c'était bien d'avoir peint cet espace. J'ai peint toute la pièce, mais sur elle-même. Donc il y a une superposition de la représentation sur la réalité de la représentation. Sur la réalité enfin, vous m'avez compris. Alors, j'avais une assistante pour faire ce travail, que j'ai pris en photo là. Ce qui est marrant aussi, c'est que peindre une ombre devant, en étant devant, c'est pas possible. Parce qu'on l'efface. On passe devant la lumière. Et on peut pas, il n'y a pas moyen de moyenner là. On ne peut pas discuter avec la lumière, c'est elle qui décide. Donc parfois il faut un peu se contorsionner pour trouver la manière de mettre en place tout ça. Puis à la fin on a démonté cette exposition, donc là on est en train de démonter à la fin de l'exposition et tout se décale. Et donc toute la pièce est bien une représentation d'elle-même, puisque quand j'enlève les objets, tout ce qui était éclipsé par les ombres réapparaît. Alors que dans le dispositif d'exposition, l'éclipse ne se fait uniquement que dans le passage du visiteur. Donc l'endroit de la superposition du réel et de sa représentation se fait par l'interférence du regardeur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été très récurrent par la suite dans mon travail, c'est que toutes les pièces sont faites à l'échelle du corps et de l'expérience du regardeur. Après avoir fait ce travail, j'étais intéressé par tout ce qui soulevait, mais un peu embêté par le fait qu'on pouvait y voir, alors que c'était un gros travail de couleur et de peinture, on pouvait y voir un jeu de la forme uniquement et d'apparition, de disparition. Et en fait, tout le travail de coloration passait un peu au second plan par rapport à l'émergence des images qui apparaissaient. Et du coup, je suis passé à un travail plus abstrait. Je vais passer assez vite. J'ai fait toute une série de photographies, de rapports colorés, ombre-lumière dans l'espace, que j'ai photoshopé avec des petits carrés comme ça. Et c'était parce que j'étais invité dans une résidence, dans des vignobles. Et je devais exposer dans le chai, dans la cave à vin. Dans la cuve à vin. Et j'ai fait un nuancier, comme on trouve chez Leroy Merlin, à partir de tous les bichromes colorés que j'avais trouvés dans le paysage, que j'avais photographié et prélevé dans le paysage. Le fantasme de ce travail, c'était on va utiliser de la mécanique. On prend une photo du paysage, on utilise Photoshop, on souligne la peinture, les plans colorés. On va chez Leroy Merlin, on leur demande de scanner les carrés colorés pour sortir la couleur. On sort les pots de peinture, on repeint la couleur et on fait un cycle comme ça entre le prélèvement dans l'espace et la transcription picturale, comme s'il y avait une chaîne logique, ce qui est évidemment complètement aberrant puisqu'il y a des approximations à tous les niveaux.
Et du coup, les peintures sorties par Leroy Merlin étaient absolument atroces et très loin du scan qui avait été fait. Et donc, je les ai repris parce que l'œil est beaucoup plus précis. Et ce qui m'a intéressé, c'était de dessiner tous ces rapports colorés ombre-lumière. J'ai essayé de créer un dispositif où je les mets, et ça donne ce travail-là, qui était dans la cuve. En fait, tous les bâtons sont éclairés par le côté. Et tout se voit en plan. Et en fait, j'ai mis en opposition l'ombre et la lumière réelle par rapport à l'ombre et la lumière peinte. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez récurrent dans mon travail, c'est que il me semble que ça se joue à un endroit où comment fonctionne le réel et comment fonctionne la peinture doivent se superposer et se croiser. Tout à l'heure, en discutant au musée Granet, on a parlé avec un étudiant de rayons de lumière qui étaient dessinés et peints sur un tableau du Quattrocento. Et en même temps, ils étaient peints avec une petite épaisseur et ils accrochaient un peu un effet Pierre Soulages. Ils accrochaient la lumière réelle des projecteurs du tableau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé dans l'histoire de l'art et dans les expositions. C'est comment le dispositif de la lumière réelle dit quelque chose de la lumière subjective ou picturale. Et comment on peut faire en sorte que les deux se croisent. Vous allez peut-être mieux comprendre ce travail par la suite. C'est-à-dire que après, j'ai voulu sortir du côté un peu Georges Rousse, là, du bas, qui ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la partie haute, finalement. Et j'ai élargi un seul élément à chaque fois, et c'est devenu la série des modules bifaces, qui dure depuis presque une dizaine d'années, parce que j'en fais assez régulièrement pour essayer de déplacer cet enjeu. Il s'agit sur un volume réel, donc une pointe qui vient vers vous, qui est éclairée, non pas comme le ferait un peintre classique, de peindre un volume sur un plan, mais d'essayer de retirer le volume apparent par la peinture, donc d'une certaine manière de peindre le plan sur le volume, de renverser la chose. Et là encore, quand quelqu'un coupe le dispositif, coupe la lumière, le bichrome coloré que j'ai peint réapparaît et le volume reprend ses droits. Mais ce qui m'intéresse quand personne passe devant, c'est que l'œil ne voit plus de volume, l'œil voit soit un plan coloré, soit un trou coloré. Alors, je suis désolé, c'est atroce de voir ça comme ça, mais quand on voit ces pièces en vrai, on est sur une réflexion autour du monochrome, mais pas que, parce que pour moi, c'est des pièces qui ont plus à voir avec la question du réel qu'avec la question de la pure abstraction. On est sur des perceptions colorées très étranges. L'œil passe à travers, l'autofocus de l'appareil photo passe à travers, c'est-à-dire que l'autofocus, si vous essayez de prendre ça en photo, il ne trouve pas le point. Il ne peut pas faire la mise au point. Et nous, quand on regarde ça, on a l'impression de regarder du verre transparent, on a l'impression... Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est des fantômes, au même titre que les portraits sont des fantômes. Des fantômes dans le sens où un portrait, il est là, il n'est pas là en même temps. On voit sa représentation, mais la personne n'est pas là. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'absence, de l'ambiguïté de la présence et de l'absence dans la représentation. C'est pour ça que c'est souvent utilisé de manière un peu mémorielle. Et sur ces bifaces-là, pour moi, c'était des espèces de grandes structures verticales qui ne pouvaient pas accrocher la lumière et qui se soustraient à leur environnement. C'est-à-dire chercher le rapport coloré. Voilà, là je passe un temps certain à appliquer une couleur dans l'ombre. Avec ma lumière, vous avez compris que la lumière est constante, privée de lumière extérieure. Je passe du temps à trouver quelle lumière je vais mettre dans l'ombre. Et donc j'éclaircis beaucoup cette face. Puis quelle lumière je vais mettre dans la lumière, dans la face lumineuse. Puis je fonce cette face. Et je cherche un couple coloré, un bichrome, qui va, comme je l'ai fait pour effacer les ombres du bureau, mais ici je n'efface pas les ombres. Il se trouve que ça efface le volume, mais avant de savoir que ça allait effacer le volume, ce qui m'intéressait, c'était de soustraire ce volume au regardeur. Il est là et il n'est pas là. Et en ça, c'est une image.
c'est l'image d'un plan, c'est l'image d'un monochrome. C'est pas un plan et c'est pas un monochrome. Donc c'est une réflexion sur les images aussi, d'une certaine façon. Les images dans ce qu'elles colportent de relation à la disparition ou à l'absence. Là, par exemple, ça c'est une pièce qui a été achetée par le Frac Paca il y a quelques années et donc j'ai dû la documenter. Là, je la photographie hors de son dispositif. Elle a plus beaucoup d'intérêt. Et le bichrome qui est là, en fait, il y a une dizaine de couches colorées de chaque côté qui est perçue sur l'espace directement et qui n'est pas dissociable de son environnement lumineux. Et donc, d'une certaine manière, quand je vends ça ou quand j'expose ça, peu importe, je propose un dispositif d'expérience picturale ou d'expérience sensorielle ou d'expérience du corps qui dit, je crois, je l'espère, beaucoup de choses sur l'histoire de la peinture et de la représentation, de la relation du volume au plan, du réel à l'image. Mais en même temps, je vends aussi une feuille de 3 pages pour expliquer au régisseur comment il va devoir l'installer, avec mon numéro de téléphone à la fin. Ça, c'est le châssis en 3 dimensions. Le fait d'épaissir le châssis, de donner du volume au châssis, toute l'histoire de la peinture est basée sur le fait qu'on part du principe, sauf dans l'art rupestre, mais on part du principe, en tout cas la peinture moderne, on part du principe que le tableau va être éclairé de manière uniforme, ce qui est un peu une aberration. Donc l'idée de mettre un volume, c'est pour obliger le tableau, entre guillemets, à ne pas recevoir la lumière de manière uniforme. Et en partant de ce postulat-là, pour revenir au plan du tableau, ça implique un travail sur la couleur qui est très important. Donc tout ça, c'est tout. Donc, les bifaces sont souvent à l'échelle du corps en très grand, mais j'ai fait aussi une série que j'appelle les bifaces en boîte, qui sont des tout petits volumes. Là, vous les voyez dans l'atelier, en dehors de leur dispositif, ou dans leur dispositif. Et donc, à chaque fois, pas vous refaire l'histoire à chaque fois, mais il s'agit de trouver les rapports colorés qui vont créer l'émergence de cette absence, j'ai envie de dire, ou l'émergence de ce vide, ou l'émergence de cette couleur. En fait, quand j'ai fait ça la première fois, parce qu'il faut bien penser que quand j'ai commencé ça, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Moi, mon postulat de départ, c'était juste, si j'éclaire un angle et c'est foncé d'un côté, c'est lumineux d'un côté et ombre de l'autre, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas trouver un point d'équilibre en contrariant par la couleur. Il y a forcément un point d'équilibre en contrariant par la couleur. Donc ça oblige à faire des glacis successifs pour trouver ce point d'équilibre. Et une fois qu'on trouve la première fois que j'ai trouvé ce point d'équilibre, c'était un peu comme le vertige que j'ai ressenti quand j'ai trouvé la petite touche qui a permis que l'épaule de la copie de Ingres sorte du tableau d'une certaine façon. Et là, c'est pas sorti du tableau, c'est que d'un coup, alors que l'arête était omniprésente, d'un coup, j'ai plus d'arête et je vois plus ce que j'ai en face de moi. Je vois à la place un monochrome, je vois une couleur. Et j'ai eu la sensation un peu de vertige. Vous savez, comme quand je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrivait beaucoup enfant, d'avoir l'impression que je découvre une nouvelle pièce dans ma maison. Je pousse une porte et d'un coup, il y a un espace énorme que je n'avais jamais imaginé. Et là, je me suis dit, merde, la couleur que je vois là, j'avais l'impression d'avoir ouvert un champ sur la couleur, et quand on est peintre, on s'intéresse beaucoup à la couleur. J'avais l'impression d'avoir découvert un champ sur la couleur qui m'a interpellé parce que si vous là, la représentation avec Photoshop, vous pouvez faire un clic dessus et trouver cette couleur. Mais en vrai, ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble à une espèce de couleur lumineuse. Et cette couleur n'existe pas. Cette couleur, elle existe parce que votre œil la voit, parce que 2 couleurs en opposition avec la lumière permet de produire cette couleur. Et le fait de montrer quelque chose qui n'existe pas, et comme une ouverture sur un espace un peu inconnu, ça m'a interpellé. Et c'est pour ça que j'ai continué ce travail. Et je me suis rendu compte que ça marchait bien dans les gris, dans les couleurs très, très désaturées.
Ça me fait penser à une phrase de Richter, le peintre Gerhard Richter, qui m'intéresse beaucoup. Il parle du gris et il dit le gris c'est le ni-ni. On sait que si on mélange toutes les couleurs, on a une espèce de gris un peu crade. Le gris c'est le ni-ni et il dit c'est une posture qui m'intéresse parce que je refuse de croire qu'une chose est comme ça et pas autrement. Et dans mon travail sur le réel, ce qui m'intéresse, c'est la posture du doute, d'une certaine façon, je crois. Et je pense qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que le réel. Je pense qu'on est dans une reconstruction permanente du réel. Moi, j'ai l'habitude de dire le réel, c'est ce sur quoi on se cogne. Mais bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Donc, et j'aime bien interroger dans mon travail cette question-là, je crois. Bon, je passe un peu vite. Ça, c'était une pièce que j'ai montrée au château d'Avignon, où il s'est agi pour moi de déplacer un peu la question des bifaces. C'est intéressant de voir comment, quand on fait quelque chose, de voir comment c'est perçu, comment c'est reçu. Et à l'époque, il y a eu un peu une mésentente à un moment. Moi, je vous parlais de fantômes, je vous parlais de présence soustraite comme ça. Et d'un coup, j'ai vu écrit des choses sur mon travail de gens qui voyaient une espèce d'art optique, quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Et je me suis dit, merde, il y a un truc bizarre là-dedans. Et pour moi, c'était plutôt des absences, ces trucs-là. Certes, avec la couleur, mais... Et je me suis dit, est-ce que je pourrais déplacer cette histoire-là d'un volume simple à un volume complexe? Le volume simple, c'est l'angle. L'angle, c'est le plan du tableau plié en deux, et le tableau qui rentre dans l'espace réel, dans l'épaisseur du réel. Que je ramène au plan du tableau par la couleur. Et le volume complexe, c'est peut-être ce serait la figure de la sculpture classique. Et j'étais invité au château d'Avignon en 2013 pour Marseille, capitale européenne de la culture, à faire une pièce dans le château d'Avignon. Et j'ai appliqué mon travail de compensation de la lumière par la couleur à un buste 19e. Et ça m'amusait que ça devienne une espèce de silhouette Facebook, une espèce d'avatar neutre complètement vide. Et évidemment, je ne l'ai pas fait sur n'importe quel élément. Il se trouve que le château d'Avignon, c'est un lieu qui a été entièrement construit par un personnage qui s'appelle Louis Noilly-Prat, qui a donné les spiritueux plus tard. Noilly-Prat, qui était un espèce de savant un peu fou, qui a fait un château complètement délirant en Camargue. Et tout le monde, les régisseurs parlent tout le temps de ce personnage. Et c'est un espèce de fantôme dans ce château. Tout le monde en parle. Il y a une petite photo grande comme ça à l'entrée. Évidemment, il est mort depuis 100 ans, donc on ne voit pas sa tête, mais en même temps, il est omniprésent. C'est le maître des lieux. Il habite les lieux comme un fantôme dans le cinéma, quoi. Et je me suis dit... et évidemment, il n'a pas été suffisamment connu, ce gars-là, pour avoir une sculpture à son effigie. Et je me suis dit, alors je vais faire un jeu, c'est que je vais m'improviser sculpteur 19e, contemporain de ce monsieur, et je vais essayer en partant de cette photo, de redonner du volume à cette photo, et donc d'en faire une espèce de sculpture 19e. Voilà, c'est devenu ce truc-là. Et puis ça, c'est un bloc de plâtre, et puis après j'ai commencé à le tailler, à le poncer, et puis je l'ai reproduit en plusieurs exemplaires avec ce jeu de positif-négatif qui m'intéresse beaucoup. Et donc j'ai construit ce volume, et puis j'ai commencé je l'ai éclairé dans un caisson, je l'ai éclairé, et j'ai commencé à travailler non plus sur deux couleurs projetées en aplat avec des glacis successifs, mais à chercher des dégradés pour compenser l'ombre et la lumière de ce personnage. Donc ça, c'est des étapes intermédiaires.
avec un travail de dégradé. Et ça donne, attendez, peut-être que je peux vous montrer mieux que ça. Ça donne ce genre de choses. Parce qu'évidemment, le point d'équilibre, il est quand il n'y a personne. Moi, je me réfère à mes couleurs de l'objet dans son dispositif de lumière. Et après, je viens travailler ma couleur au lieu de peindre. Là, d'une certaine manière, c'est comme si j'avais peint ce portrait en négatif, mais au lieu de l'avoir peint à plat, je l'ai peint sur lui-même. Donc, j'ai superposé sa propre représentation. Et du coup, la personne qui rentre, le regardeur, qui rentre dans le dispositif, elle interfère dans le dispositif, malgré elle, ne serait-ce parce qu'elle s'approche pour voir de quoi il s'agit. Et elle a conscience ou pas, d'ailleurs, d'interférer sur le dispositif. Et très souvent, la personne qui voit le mieux l'interférence, ce n'est pas celle qui passe elle-même, c'est l'autre personne qui est derrière. Donc il me semblait qu'avec cette pièce, même si finalement je suis plus intéressé par ce qui se passe au niveau de la couleur dans les bifaces, il me semblait qu'avec cette pièce, qui m'a beaucoup intéressé de faire aussi, je venais repositionner le travail du côté d'un jeu sur la présence de la structure du corps, et pas que sur un simple jeu optique. Il m'a semblé ça. Alors, je vous passe vite. En fait, il y avait deux. C'est pour ça que j'ai dupliqué le. Il y avait, ça s'appelait l'hôte négatif, qui était dans la dernière pièce de l'exposition. Et dans la première pièce de l'exposition, il y avait l'hôte positif. Je vous passe sur l'hôte positif. C'était l'hôte du château. L'hôte positif, c'est celui de droite. Là, c'est les deux sorties de caisse au moment où je vais faire l'accrochage. Donc le négatif sorti de son dispositif lumineux, il se voit comme un négatif puisque j'ai fait l'empreinte négative de comment il va prendre la lumière. Je l'ai remis dans son dispositif lumineux pour qu'il soit présenté dans l'exposition. Et l'hôte positif, je n'ai pas le temps de le développer là, mais il trimballait ses ombres avec lui partout où il allait, comme une photographie. Donc où qu'il soit, il a déjà ses ombres avec lui. Et en plus, il prend les ombres de l'espace dans lequel il est. Donc il est sur deux niveaux de lecture simultanément. Il est dans le présent du regardeur et il est dans le présent de l'instant photographique qui est l'instant de la représentation initiale. Mais comme je ne voulais pas peindre ces fausses ombres comme une espèce de trompe-l'œil un peu bébête, j'ai cherché dans les techniques de photographie, de pré-photographie, j'ai fait un système d'insolation avec de la gomme bichromatée. C'est pour ceux que ça intéresse, je vous en parlerai une autre fois, pour essayer de faire une révélation photographique avec donc les ombres et les lumières que vous voyez sur celui de droite, elles sont insolées et elles ont émergé sur le volume lui-même par tout un traitement de la surface, des jeux d'éclairage. C'est une photographie en 3D. Et tous les photographes que j'ai été voir pour qu'ils m'aident à faire ce truc-là m'ont tous dit « mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». Et c'est pour ça que je vous encourage à apprendre que ce qu'il y a à apprendre quand vous allez voir des experts d'un domaine. Parce que parfois, quand on arrive en tant qu'artiste, qu'on a des idées bien précises et qu'on va voir des experts dans un domaine en particulier, il est trop habitué à son domaine pour voir les endroits où on peut déplacer son domaine, il me semble. Je suis arrivé, l'année qui a suivi, j'étais invité dans une exposition à Saigon, à Ho Chi Minh Ville. Et là aussi, je vais passer très vite. Il se trouve que je venais de finir le portrait, le buste. Et partout où je me baladais dans Saigon, il y avait des magasins un peu de propagande comme ça, avec des bustes d'Ho Chi Minh et de partout. Et il y en avait absolument partout. Et je devais commencer à faire un projet. Et j'avais envie de prolonger cette recherche-là. Et il se trouve qu'au bout de 3 semaines de boulot, j'ai reçu une lettre de personnes de l'ambassade avec qui j'étais lié de loin par rapport à ce projet, qui m'a dit j'ai eu vent de votre projet a l'air très intéressant, mais étant donné le contexte actuel, merci de l'interrompre immédiatement, dans un joli langage diplomatique.
Et, euh, et je me suis retrouvé sur un truc de censure par rapport. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire, ils savaient juste que je partais d'un buste d'Ho Chi Minh, que j'allais le mettre dans une exposition et que vraisemblablement j'allais le barbouiller un peu. Et ça, c'était pas concevable. Et moi, je suis arrivé très très naïvement là-dedans. Et ça m'a vraiment interpellé. J'étais à la fois très vexé et en même temps à me questionner sur ma place d'occidental qui débarque ici. Enfin, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit que mon sujet, c'était plus ces espèces d'hôtels comme ça devenait d'une certaine manière la censure et comment faire un travail malgré cette censure-là. Et du coup, j'ai changé de projet. Alors, j'avais un petit film à vous montrer, mais je ne vous le montrerai pas là, mais c'est sur la circulation à Saigon, c'est un vrai régal. Bref, arriver en vietnamien à dire qu'on veut acheter de la peinture, acheter du bois, acheter des structures, acheter du plâtre, c'est toute une histoire. Et c'était vraiment passionnant pour ça de rencontrer les gens et de découvrir un pays parce qu'on cherche le bon matériau et parce qu'on côtoie les gens, parce qu'on va vers les matériaux. La pièce que j'ai fini par faire, c'était ça. En fait, c'est une espèce de biface, mais qui était dans un grand cube, qui était dans la galerie, qui est en fait un... Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les motifs de censure, moi, c'est le gouvernement français qui a pré-censuré ce que j'allais faire, en anticipation de la censure locale. Mais j'ai été voir des artistes sur place qui m'ont dit qu'ils ont ont été censurés, et parfois ils ferment une exposition au moment du vernissage parce qu'il y avait quelque chose qui ne convient pas. Et ils reçoivent un mot avec les motifs de censure. Et le motif de censure qui revient le plus souvent, c'est vous êtes censuré parce que le bien et le mal ne sont pas clairement identifiés. Et ça, c'est une phrase qui m'a vraiment... séché. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'on me demande de peindre, on me demande d'être clair sur le bien et le mal, on me demande en gros de faire un truc en noir et blanc, alors que tout mon enjeu, c'est de trouver des subtilités, des nuances colorées. Donc j'ai transposé ça du côté de la couleur. Et je me suis dit, je vais faire un biface en noir et blanc. Je vais essayer de... Donc en fait, ça, c'est comme une double courbe avec... Et quand on coupe la lumière, on se rend compte que la demi-courbe à gauche est peinte en noir, et en blanc, et la demi-courbe à droite est peinte en noir. Et donc, j'ai utilisé vraiment du noir et du blanc que j'ai appliqué sur mon support courbé, avec des panneaux courbés, comme ça. Et j'ai procédé à l'inverse des bifaces, où d'habitude je pose d'abord la lumière comme premier geste de peinture, et ensuite je cherche ma couleur. Et là, j'ai posé d'abord les couleurs, puisque mon objectif c'était de peindre en noir et blanc, puisque c'est ce qui, d'une certaine manière, c'est comme ça que j'ai compris l'interdiction. C'était un jeu, évidemment, vous l'avez compris. Et du coup. Après, j'ai cherché à placer la lumière de manière à ce que le point de rencontre entre le noir et le blanc se voit de la même façon. C'est-à-dire en sous-éclairant le blanc, il devient gris, et en suréclairant le noir, il devient gris aussi. Donc de trouver ce point d'équilibre. Et d'une certaine manière, ça m'intéressait de trouver une continuité, j'allais dire un spectre continu, entre le blanc total à gauche et le noir total à droite, et d'avoir sur cet objet toutes les nuances du noir au blanc, toutes les nuances de gris, à partir du noir et du blanc. C'était une manière de... Ça a été pour moi comme une manière d'injecter un peu d'injecter des nuances dans cette espèce de manichéisme par lequel j'avais reçu l'histoire du bien et du mal, quoi. J'ai fait des dessins. Il se trouve que la peinture a séché très vite. La première couche de gris que j'ai projetée,
Et que quand je fais les bifaces, il fallait toujours que j'anticipe la tonalité qu'allait prendre la couleur une fois sèche. Parce que le changement de ton au séchage n'est pas tolérable par le dispositif des bifaces. Il faut l'anticiper. C'est pour vous dire l'espace dans lequel je me trouve dans la couleur quand je fais un travail comme ça. Alors pas sur cette histoire-là, mais sur les autres. Et là, c'est une contrainte très forte. Et là, je vois surgir pendant le séchage ce qui se passe là. Et j'ai trouvé ça super parce qu'on aurait dit un ciel nuageux à la Richter, quoi. Il y avait quelque chose de très beau. Et j'ai fait des expériences après de captation, de séchage de la matière picturale. Et en fait, la vidéo que vous avez vue au tout début, pendant que vous êtes entré dans la salle, donc ça, c'est une image de la vidéo, dure 12 minutes. Et pendant 12 minutes, vous voyez un monochrome gris foncé qui se transforme en monochrome gris clair, avec une espèce de travelling d'un nuage comme ça qui vient coloniser tout le champ. Et ça m'amusait beaucoup qu'on puisse passer 12 minutes à regarder une vidéo en pensant être en train de contempler une espèce de ciel nuageux comme ça qui se déplace, alors qu'en fait on est en train, sans le savoir, de regarder de la peinture qui sèche. Et ce travail, je l'ai commencé aux États-Unis dans une résidence à la Fondation Joseph et Annie Albers, où là vous voyez l'atelier, où j'ai été invité suite à un prix que j'avais gagné au Salon Jeune Création 104 à Paris, par le biface, le carré que vous avez vu au début. Et la voisine artiste américaine à côté de qui je travaillais me disait: est-ce que tu connais l'expression boring as looking, painting, drying? Moi, j'ai traduit ça comme chiant, comme de regarder de la peinture qui sèche, quoi. Et c'est vrai que des vidéos très lentes comme ça, c'est des vidéos qu'on ne regarde pas en général dans les expos. Hein. Enfin, pas tout le monde les regarde en tout cas. Donc ça m'amusait d'avoir fait ma vidéo chiante à partir de la peinture. Et qui en même temps, on passe 12 minutes à penser être en train de regarder une image. Donc ça pose la question de l'émergence de l'image. C'est pas l'image finie et la narration qui m'intéresse, c'est le moment d'émergence de l'image. Et en plus, dans un vocabulaire grammatical de la peinture complètement. Je pense qu'on n'a pas le temps j'ai pas le temps de tout vous montrer. Tu as bouclé la boucle en tout cas avec cette image énigmatique que tu as montrée au début. Peut-être je dis juste 3 mots sur cette pièce-là. Si tu veux. Et après, on discute 5 minutes. Ouais. Ça, c'est une exposition qui a été faite à la Fondation Vacances Bleues il y a 3-4 ans. Alors, il se trouve que je connaissais cette photo. C'est une photo de famille qui m'intéressait beaucoup pour plein de raisons. Qui a été prise en 1934 en Bulgarie. Et ça fait longtemps que je voulais bosser par rapport à cette image. Et un jour, ma mère m'appelle, pour tout vous dire, et elle me dit: écoute, c'était chez mes grands-parents, j'ai retrouvé la même photo, mais j'ai l'impression que c'est pas la même. J'étais aux États-Unis d'ailleurs à ce moment-là. Et je lui dis: mais comment ça, c'est la même ou c'est pas la même? Elle me dit: mais je crois que c'est pas la même. Et je lui dis: mais envoie-moi une photo de la photo, que je comprenne de quoi il s'agit. C'est quoi? C'est le même jour, 5 minutes après, quelqu'un a repris une photo? Non, ça a l'air d'être la même, mais c'est pas la même. Et elle n'avait pas les deux sous les yeux, elle avait que celle-ci. Et moi, j'avais l'autre. Moi, j'avais l'autre sous les yeux. Et donc, évidemment, vous avez vu, ils ont juste effacé quelqu'un. Par recoupement, après enquête, j'ai vu qu'ils avaient effacé la personne en 1937. Et ça m'intrigue quand même. Je fouille dans les tiroirs de mon grand-père et je vois 2 photos, une photo avec, une photo sans. Donc je me suis un peu renseigné sur qu'est-ce que ça pourrait être. Je ne vais pas rentrer dans toutes les anecdotes parce que ça serait trop long, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était, encore une fois, l'espèce de fantôme. Vous voyez, ils ont peint un faux buisson
et une fausse branche d'arbre pour virer la personne. On est en 1934, en 1937 a été fait l'effacement, donc 3 ans après, très très vite après la prise de vue. Et donc on se retrouve avec un fantôme au milieu de l'image, la photographie étant déjà un fantôme à la base. Là, il y a 10 fantômes, d'une certaine façon, du point de vue duquel on le regarde aujourd'hui dans cette image. Et là, il y en a un qui est encore plus présent que les autres, si je puis dire, mais parce qu'il a été effacé. Et c'est pas non plus de la peinture communiste, c'est pas non plus de la censure communiste politique. Là, on est dans une scène familiale, donc c'est quand même beaucoup plus troublant. Et comme j'avais cette exposition qui était prévue, et ça faisait un moment que je voulais bosser là-dessus, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, en fait, toute mon exposition visera à questionner ce geste de dessiner ou peindre, non pas pour faire apparaître la chose, mais pour la faire disparaître. Là, le buisson, il s'agit de dessiner pour effacer. Ce qui est un peu un paradoxe. Normalement, plus on avance dans un dessin, plus il y a des choses à voir. Et je voulais questionner ce geste, me l'approprier, le réinterroger, mais dans un dispositif qui ne soit pas dans un dispositif de censure, quelque chose d'une violence inouïe quand même, mais qui soit au service de la révélation de cette image et non plus de sa disparition. Mais il fallait que j'en passe par son effacement pour en arriver à son émergence ou à sa révélation, pour employer un terme photographique. Donc ce que j'ai fait un peu à la manière des installations précédentes, c'est que j'ai projeté cette image avec un vidéoprojecteur sur un panneau recouvert d'un papier dans un dispositif lumineux stable. Et ensuite, j'ai cherché des rapports colorés, entre guillemets, donc des nuances de gris en l'occurrence, avec un fusain. Donc en fait, j'ai dessiné pendant les 2 mois de ma résidence, où j'ai dessiné l'image sur l'image, mais dans le but d'effacer, de compenser les blancs, d'effacer l'image. Donc plus j'avançais dans le travail, moins il y en avait à voir de cette image. Sauf que je n'ai pas imprimé l'image et attaqué à coups de marteau ou de ponceuse électrique. J'ai projeté l'image et j'ai compensé sa coloration. Donc je suis sur une fois encore une espèce de dualité du réel, en l'occurrence le réel ce serait l'image projetée, et de l'image, en l'occurrence l'image ce serait mon dessin, qui se superpose, et de voir comment les deux peuvent se compléter, en se complétant s'annulant, et en s'annulant se révéler. Enfin voilà, il y a ce cycle un peu qui m'intéresse. Et en fait, si j'éteins le projecteur, ça c'est mon dessin en cours. Donc ça c'est mon dessin au fusain, qui compense parfaitement les blancs de l'image. Donc en fait, j'ai dessiné le négatif de l'image. Mais c'est pas le négatif au sens de... C'est pas le négatif qui a servi à faire l'image. C'est l'empreinte de l'image plus que le négatif. Donc il fallait forcément que j'ai un geste neutre à l'encontre des gestes un peu expressionnistes que j'avais au début de ma pratique dans les années d'études. Il fallait que j'ai un geste très neutre de nuances de gris, comme ça, de coloration. Et évidemment, il y a mes années de restaurateur. En gros, j'ai retouché la projection comme si c'était des lacunes, comme si c'était des retouches à faire, comme pour unifier une surface. Et retoucher pour effacer, c'est ce qui produit l'apparition. Voilà. Donc on rentre dans cet espace-là, on ne sait pas ce qu'il y a à voir. Il y a a priori une silhouette de groupe en gris total, en aplat, un peu vibrant, parce que là on ne voit pas, mais il y a de la lumière là-dedans, ça vibre beaucoup. Et selon où on se place dans le dispositif, on va faire apparaître des bribes, non pas de l'image, mais de l'empreinte de l'image. Parce qu'en fait, la vraie image, elle n'est jamais donnée au regardeur, elle est dans son dos. Et j'aimais bien aussi cette idée de l'interférence dans le dispositif, et le fait que la source, si je faisais une métaphore mémorielle, la réalité historique de cet événement mémoriel, il est derrière, enfin, il est inaccessible. Donc ce qu'on en voit, c'est uniquement une espèce d'empreinte ou de reconstitution de l'empreinte. Et c'est aussi le déplacement du visiteur qui crée le regard de l'œil.
C'est aussi ça, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est que dans un tableau, l'œil circule où il veut. Et là, c'est la circulation physique du visiteur qui crée la circulation du regard et des bribes d'apparition d'éléments de la surface. Voilà, je vais m'arrêter là et la suite, tant pis. Alors, on va faire circuler un micro pour que vous puissiez poser des questions. Peut-être, Jean, toi qui connais un peu le travail depuis un certain temps, il y a des choses que tu aimerais, en termes de commentaires, ajouter ou mettre en perspective ce que vient de dire Jérémy ? C'est un peu... Il a dit beaucoup de choses, Jérémy, je trouve. Moi, j'ai rencontré son travail avec le bureau, justement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé innocemment à Château de Servières pour voir l'expo. Et comme je déteste les vernissages, j'y vais généralement quand il n'y a personne. Au moment creux de l'expo, il n'y avait personne, c'était super. Je suis rentré là-dedans et je suis resté un peu figé pendant longtemps dans le trouble, saisi par ce trouble. Et il a fallu que ce soit quelqu'un qui me fasse, qui me révèle le coup des ombres. Et moi, j'ai été fasciné par la lumière. Et du coup, et je pense que l'une des choses qui est très forte dans cette histoire-là, enfin pour moi, il y en a au moins, il y en a plein, hein, mais il y en a au moins deux qui sont très fortes pour moi. Et la première, c'est la question de la lumière. C'est-à-dire qu'on dit très souvent que, enfin, on voit souvent la peinture comme un réceptacle à la lumière. Et là, d'un coup, on est tout à fait dans une autre position où la lumière travaille et elle est en travail. Et la façon dont la peinture se fait, c'est en réponse ou dans le jeu de travail avec la lumière. Et du coup, la question du spectateur se pose dans son point de vue par rapport à ça. C'est-à-dire que le spectateur est toujours pris dans la lumière. Il est toujours où il interfère, mais il n'est pas éclairé, mais il fait jouer la lumière. C'est-à-dire qu'il y a le jeu quelque part, le programme du bureau que j'ai vécu comme une espèce de nature morte. Hein. Je l'ai vécu comme une nature morte. Et puis ce qui m'intéressait beaucoup à ce moment-là, c'était l'idée comment dire, c'était une question que je me posais par rapport à beaucoup de films, où il me semblait qu'il y avait dans des films la présence de questions. Je vais dire ça autrement. Il y a eu à une époque dans la peinture la présence de la question du cinéma. Et évidemment, les peintures n'étaient pas du cinéma, mais la question du cinéma était dans la peinture. Et il y a à l'inverse des films dans lesquels il y a la question de la peinture ou la question de la sculpture. Et du coup, j'étais très intéressé par cette espèce d'écart qu'il y a entre la réalité d'une pratique et les questions que porte cette pratique. Le fait que ça ne se superpose pas, mais qu'il y a une espèce d'endroit d'autonomie entre les deux et que le champ des questions soulevées par une pratique contamine ou traverse d'autres pratiques et que les deux choses peuvent jouer comme ça l'une sur l'autre. Et comme je réfléchissais à ce genre de choses à ce moment-là, je tombe là-dessus et évidemment j'en ai pris plein la figure. Enfin, je veux dire, je me suis retrouvé devant un décor de film qui était une installation, qui était une peinture, qui posait des questions de peinture. Et au travers de la lumière, c'était top, c'était, comment dire, voilà. Donc, et moi, c'est à partir de là que je me suis mis à m'intéresser au travail de Jérémy, et c'est pour ça que je l'ai invité à une semaine thématique consacrée à la peinture, parce que d'un coup, ces questions me semblaient être posées, et posées à des endroits historiques très profonds. C'est-à-dire que moi, ça me fait toujours penser à deux choses, au livre de Stoichita, sur l'histoire de l'ombre, hein, en peinture,
mais aussi un autre livre dont je parlais il n'y a pas longtemps à une étudiante, qui est un livre qu'un jeune critique allemand a fait sur Andrea Pozzo, le peintre du XVIIe siècle. Alors c'est un peintre très peu connu, mais qui était un grand spécialiste des dispositifs picturaux. Et du coup, il y a une sorte, et ça s'appelle Andrea Pozzo et l'art vidéo, le livre, ce qui est, et il est assez passionnant parce que ça parle de ces peintres qui pensent la peinture dans le rapport au point de vue du spectateur et qui créent une sphère d'interaction qui fait que le phénomène de la peinture se met en œuvre activement dans l'interaction. C'est-à-dire que la peinture n'existe que parce que quelqu'un la regarde et parce que la lumière l'éclaire. Moi, j'aime beaucoup l'endroit où tu montres tout plié, parce qu'effectivement, après, c'est tout plié, il n'y a plus rien. Mais tout n'existe que s'il y a de la peinture, des gens qui regardent et de la lumière qui se met en œuvre. Donc, en fait, on est dans du cinéma. Pour moi, on est dans du cinéma au sens... On est dans la littéralité même. C'est marrant que tu parles de cinéma parce que, comme je vous disais, j'ai fait un mémoire sur Dorian Gray qui est complexe. Hein, c'est plein de choses, le portrait de Dorian Gray. Mais je me suis axé aussi beaucoup sur le cinéma par rapport à Dorian Gray. Et du coup, il y a une grosse partie de mon mémoire qui était sur les relations cinéma-peinture. Et c'est toujours c'est un couple compliqué, cinéma-peinture. C'est un couple compliqué. Ne serait-ce que par une question de format, quoi. La peinture, elle est souvent verticale. La peinture est verticale. L'écran de cinéma, il est horizontal. Rien qu'à partir de là, on est emmerdé, quoi. Et la couleur aussi. D'ailleurs, dans Dorian Gray, le tableau, quand il apparaît, qui surgit, c'est la seule image en technicolor, en couleur, dans un film en noir et blanc. Ça dit aussi des choses sur la relation à la narration et la relation à la couleur attribuée à la peinture. Bonsoir. Alors l'année dernière, on est rentré dans l'école, on a été accepté et très rapidement, comme Shishan et moi, on est passionnés de peinture, enfin en rentrant en tout cas. On a suivi vos cours et on a découvert votre travail, voilà, dans une galerie à Mougins. Donc on a fait le travail jusqu'à Mougins, on a découvert Cannes. Et on a été très agréablement surpris après avoir visité les églises, les galeries de peinture archétypale. Et là, on est vraiment rentré dans un autre monde, dans un autre univers où il y avait des bifaces, des photos floutées, des choses qu'on n'avait pas du tout, en tout cas qu'on ne comprenait pas directement. Mais on a eu une très bonne médiatrice qui nous a initiés à vos expérimentations et à vos questionnements, ce qui nous a permis de pleinement vivre l'expérience des bifaces, ce qui fait qu'après, quand on est ressorti, on a vu des bifaces un peu partout. Et en tout cas, ceci pour dire que vous parlez souvent de réel. Donc le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Mais il y a une chose qui me frappe aussi dans ce que vous nous montrez, c'est qu'à chaque fois, on est dans un intérieur. Et les bifaces sont dans des dispositifs inscrits dans l'intérieur. Et c'est vrai que parfois, quand on parle de réel ou de réalité, on a cette idée d'extérieur aussi, et de ce monde physique extérieur. Alors, comment vous associez le réel, comme vous l'entendez, et la boîte d'exposition dans laquelle vous présentez vos pièces ? C'est une bonne question. Après, il y a des choses que je n'ai pas montrées. Tout n'est pas toujours dans des boîtes. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où je décide sur un cycle de travail, de travailler sur cette relation de la couleur peinte à la lumière qui nous entoure, il faut que je maîtrise cette lumière de manière à pouvoir travailler ma peinture. Donc, c'est ce qui a obligé à un moment fermer les fenêtres, fermer les volets et
contrôler ma lumière en mettant une ampoule, en mettant un néon, en mettant quelque chose. De fait, ça enferme un peu. Après, il y a par exemple, dans le bureau, on ne se rend pas compte de ça. Il y a des pièces, par exemple, la pièce que j'ai montrée au MUSEM, le BIFAS de l'année dernière, il y a eu toute une difficulté de scénographie pour que les scénographes puissent construire l'espace en même temps fermé, isolé des autres lumières, et en même temps ouvert, et en même dans le bureau, par exemple, il y avait juste la porte d'une pièce, on rentrait dans la pièce, et comme c'était à l'échelle de la pièce dans sa totalité, on n'avait pas conscience qu'on rentrait dans une boîte, on rentrait juste dans une pièce. Mais effectivement, pour ce travail-là, ce qui n'est pas le seul travail, mais ce qui est quand même une grosse partie de mon travail de ces 10 dernières années, cette relation de la couleur à la lumière dans le réel, ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire à partir du moment où on est là, qu'il y a des lumières, je considère que c'est le réel. Ça ne veut pas dire que c'est tout le réel. C'est une grande partie du réel en dehors de ces espaces fermés, bien entendu. Par contre, je pense que le tableau a toujours été un peu une espèce de fenêtre comme ça. Il y a le cadre. On a parlé souvent, Louma, du cadre ensemble. Qu'est-ce que c'est de mettre un cadre? Pourquoi dans l'art contemporain on ne met plus de cadre? Oui, effectivement, il y a cette question de l'espace fermé qui est une conséquence du dispositif, mais je pense qu'il m'intéresse aussi par métaphore du tableau. Tout ça, c'est un peu des jeux sur le tableau et des métaphores sur le tableau. Donc, c'est peut-être pas complètement un hasard si ça se retrouve enfermé. Par contre, l'extérieur, je l'emmagasine dans les déplacements, dans les rencontres, dans ce qui prépare les mises en œuvre, dans les problématiques, et ensuite ça se concentre dans l'espace qui peut-être est fermé à ce moment-là. Ok, je vous remercie. On peut allons boire un verre avec Jérémy alors. Merci.